Ciao et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Vivre une journée royale, c'est possible à 2 pas de la capitale. Aujourd'hui, nous sommes dans les coulisses du château de Champs-sur-Marne. Ludique, coloré, made in France, les créations du designer Jean-Simon Roch épatent petits et grands, découvertes de son univers. Le pari le plus chic, c'est celui de la créatrice Coco Chanel. Elle a marqué la capitale de sa patte 100% mode. Focus sur le bois, vous pensiez tout connaître sur ce matériau, rendez-vous chez Morgane qui le travaille avec soin. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Voma, c'est un open lab des machines, des formations et surtout les conseils avisés des professionnels. L'idée de l'association était de créer une véritable fabrique de quartier afin que chacun puisse réparer ses meubles préférés, laisser cours à son imagination créative ou encore se former à différentes techniques comme l'impression ou la modélisation 3D. En 1945, le directeur général de la société PPA, Marcel Bic, a la brillante idée de racheter le brevet du stylo à billes. Et cette bille doit bien rouler car depuis ce plus de 100 milliards de bics qui ont été écoulés, ce qui en fait carrément le stylo le plus vendu au monde. Morale de l'histoire, bic qui roule amasse pas mal. Les clichés de l'iconique photographe Steve McCurry ont marqué les esprits, notamment la célèbre photo de la petite fille afghane. Dans cet ouvrage, vous découvrirez ses plus beaux clichés ainsi que de nombreuses anecdotes sur les coulisses de ces photographies. De quoi faire le tour du monde en plus de 365 pages. La Ville Lumière a bien de ressources et notamment pour satisfaire les becs sucrés. Le miel Happy Civi est fabriqué de manière 100% parisienne par les créateurs de la maison et surtout par les abeilles de la capitale qui viennent butiner aux 4 coins de Paris, jardinières, parcs et autres jardins. Et en plus de ravir les gourmands, elles participent à la pollinisation de la ville. On met les petits plats dans les grandes pour une visite 100% confidentielle au cœur du château de Champs-sur-Marne. Chut, ça va commencer. Aujourd'hui, on met les petits plats dans les grands. On vous fait vivre la vie de château à Champs-sur-Marne comme si vous y étiez. Mais avant de vous montrer les pièces secrètes du château construit au XVIIIe siècle, on vous fait faire un petit tour du propriétaire. Un financier de la cour fait construire le château de Champs. Cette personne n'est pas une personne très scrupuleuse, finit en prison pour dette. Il va vendre donc le château de Champs qui va une nouvelle fois changer de main pour passer dans celle d'un deuxième financier tout aussi peu scrupuleux que le premier, Paul Poisson de Beauvalet, qui lui aussi va finir en prison pour dette. À écouter Magali, on pourrait croire que le château est maudit. Mais rassurez-vous, il ne vous arrivera rien. Les futurs propriétaires n'ont pas eu le même destin. Le château devient après la demeure d'illustres invités. Asseyez-vous 5 minutes, vous prendrez bien un thé avec Madame de Pompadour ou Denis Diderot. À l'époque, le château prend même une autre apparence. On y détruit le toit pour faire une terrasse à l'italienne. Pas très 18e tout ça, n'est-ce pas Magali? Il faut attendre le comte Louis Quint d'Anvers pour que Champs renaisse de ses cendres. Louis Quint d'Anvers qui fait des travaux importants. On gratte les peintures pour aller retrouver les couleurs d'origine. Pour le meubler, on va tout naturellement courir les salles des ventes et remeubler Champs avec des meubles du XVIIIe siècle. Les Cahen d'Anvers, derniers propriétaires, quittent le château en 1935 et en font don à l'État français. Charles de Gaulle et Georges Pompidou s'en serviront même pour y loger des invités de renommée. Bon, ça c'est pour la visite officielle, ça brille beaucoup, mais vous allez découvrir des coins du château un peu plus poussiéreux et plus confidentiels aussi. Heureusement, Magali a les clés. Rarement ouvert au public, il faut quitter la lumière du jour pour rejoindre les sous-sols. On est vraiment dans la différence de niveau entre la partie de la vie domestique, où les petites mains travaillent, où on ne les voit pas, il faut que tout le monde demeure caché, et là-haut, la partie réception, où s'étalent les fastes des propriétaires du château. Vous appréciez peut-être ce qu'il y a dans votre assiette, mais à l'époque, il faut rester discret pour le cuisiner. Et pour éviter les mauvaises odeurs, les fourneaux sont au sous-sol. À quelques mètres de là, venez découvrir la pièce des employés. Ils organisent ici la vie domestique du château. Dans cette salle à manger des domestiques, il y a une deuxième table sur laquelle on trouve un fer et un journal. Eh bien, on repasse le journal avant de le monter, généralement sur le plateau du petit déjeuner ou dans la salle du petit déjeuner de monsieur,
pour que l'encre soit fixe et qu'on n'en prenne pas plein les doigts lorsque l'on lit les nouvelles fraîches. Voilà. Voilà, vous avez les mains propres, Magali vous emmène maintenant un peu plus haut pour surveiller vos enfants. Le temps de récupérer sa respiration et nous voici arrivés au 2e étage, le lieu où vivaient les enfants. Installés ici avec leur gouvernante anglaise. On dit d'ailleurs que certains enfants Carin d'Anvers parlaient tellement anglais avec une grande facilité qu'ils en ont gardé un effroyable accent quand ils s'exprimaient ensuite en français. Et voilà, donc surveillés par les nannies, on va dans cette vaste pièce jouer quand on est petit, faire ses devoirs quand on devient plus grand. Et puis parfois, on y faisait aussi des bêtises. Une petite bêtise, effectivement, il n'aimait pas du tout le majordome installé en bas de l'escalier d'honneur. Donc, eh bien, il s'est installé à la rambarde, tout en haut de l'escalier, et il a fait pipi sur la tête du majordome. Vraiment usant la vie de château. Pour se reposer, le personnel a les combles. C'est bien plus confortable quelques marches plus bas si vous êtes invité. Avec une pièce qui sert de chambre, un lit dans une alcôve, et à côté, une petite pièce où l'on peut, si ce n'est pas une vraie salle de bain, faire sa toilette. Et on peut comme ça installer convenablement ses invités avant de passer au salon dans l'après-midi et puis de passer au grand salon pour la réception du soir. Ah, c'est déjà l'heure, alors enfilez votre plus belle tenue. Vous ne serez pas embêtés par les enfants, ils ont leur propre salle à manger. Et après un bon repas, les châtelains avaient l'habitude de se détendre avant d'aller se coucher. On vous laisse avec Magali, on espère que vous savez jouer au billard. Vous trouvez le design trop froid et aseptisé? Pas de généralité, Jean-Simon Roch jongle avec forme et couleur pour des créations toujours surprenantes. Et si Peter Pan avait finalement raison? Dans un atelier près de Paris, un artiste n'a pas tout à fait perdu son âme d'enfant. À 32 ans, Jean-Simon est un designer d'un genre bien particulier. Formé en art graphique et en design industriel, il ne crée ni meubles tendance ni gadgets technologiques dernier cri. Son truc à lui, c'est de déployer des univers ludiques à base de briques et de broc, d'animer l'inanimé et de mettre en mouvement des objets inertes pour leur donner vie. La question de l'aléatoire, on va prêter intention à l'objet. C'est-à-dire que quand il va changer de trajectoire, quand il va se mettre à avoir un mouvement inattendu, on va l'interpréter comme quelque chose qui a pris une décision, en fait. Et c'est là que naît en fait, la question de l'intention et du coup que la vie en fait naît. Et pour cela, il a un allié de taille minimaliste. Donc on fixe la feuille et on allume le boîtier. Donc là, la feuille, elle est mise en vibration, mais on s'en rend pas compte. Voici Vibrato, un électro-aimant bien à l'abri dans un petit boîtier qui fait vibrer une feuille et tout ce que l'on pose dessus. Un dispositif sans chichi que Jean-Simon a imaginé pendant ses études. Il lui a valu le prix Émile Hermès en 2016 et il le décline aujourd'hui dans différents ateliers avec les plus jeunes. L'idée, c'est de proposer un espace scénique en fait, aux enfants, un terrain de jeu, sans règles du jeu. En fait, c'est juste la rencontre des objets, la manière dont ils vont se déplacer, qui vont créer des histoires. Ils sont très vite attirés par quelque chose qui se met à se déplacer, à bouger. Et je crois qu'encore plus que nous, ils arrivent encore à prêter de l'intention ou à prêter, à voir que c'est pas juste de petites boules de couleur qui se déplacent. Mais il n'y a pas que Vibrato dans sa vie. Le jeune homme multiplie les mécanismes pour éveiller ses petits mondes. Il enchaîne aussi les collaborations avec des illustrateurs comme Hugo Gattoni pour une marque de champagne ou Lisa Mouchet, sa voisine d'atelier. Ensemble, ils ont imaginé un quartier éco-responsable. Elle au dessin et à la déco, lui à la construction et à l'animation de ses petites maisons. Une occasion pour Jean-Simon de tester son art ludique à grande échelle. Il y a un côté assez joyeux, même dans son travail, dans ses jouets, etc. Et c'est vrai que ça m'a sûrement un peu inspiré, sans vraiment le vouloir à la base. C'est vraiment fidèle, autant lui à son univers et à ses choix, qu'au mien. Et dans son joyeux travail, il y a un autre grand chantier, autour de la pareidolie. Vous vous demandez ce que c'est? C'est le fait de voir des visages là où il n'y en a pas. C'est l'histoire de Geppetto aussi, c'est comment un vulgaire bout de bois qui est destiné au feu au départ, au bûcher, il devient un petit garçon, quoi. C'est de trouver juste ce qu'il faut pour qu'il prenne vie.
Et pour cela, direction son bureau. Autour de lui se déploie une drôle de collection, un défilé de bibelots glanés au fil des ans. Une grande partie du travail, ouais, c'est d'avoir toujours l'œil sur ça, passer du temps à regarder, à les fouiller dans les bacs de brocante, les bacs les moins regardés, parce que c'est souvent là que je retrouve justement les petites figurines qui sont toutes mélangées ensemble. Une source inépuisable d'inspiration pour ses propres figurines, comme ce trio de personnages confectionnés au tour à bois. Une fratrie décorative, humanisée juste ce qu'il faut pour qu'on remarque sa présence et qu'on s'y attache. Ce que j'ai envie justement de trouver dans les prochains, c'est même en se passant de la figure, du visage, comment est-ce qu'on peut donner l'impression d'une présence sans être obligé justement de complètement définir la figure. Aujourd'hui, Jean-Simon voudrait agrandir la famille et la doter d'un peu de souplesse. L'idée, c'est d'étudier, de voir comment ça fonctionne, quelles réactions ça fait, quels mouvements on peut avoir, et donc de voir comment on peut avoir une expression en fait, sans forcément avoir on pourrait même presque enlever le nez en fait, et juste avoir cet élément-là. Voilà, c'est une expression d'un personnage qui tire la langue et que ça suffit. Pour ces créations, la suite de l'histoire s'écrit chez Papier Tigre, une boutique de papier parisienne. Maïwen, la gérante, a craqué pour ces petits personnages. Là, c'est le premier. Il n'y aura plus tous ces trucs derrière. C'est génial, hein. Mais d'avoir des petits... Tout son travail est intéressant et de toute façon, c'est un travail qui est dans la globalité. Nous, on en a une petite partie ici, mais il faut aussi appréhender toute ta production dans sa globalité. Installation à grande échelle ou sculpture minimaliste, de toute évidence, la poésie à l'état brut de Jean-Simon n'a pas fini de séduire. Bonjour Jean-Simon. Bonjour. Jean-Simon, vous êtes designer, mais on vous appelle aussi le marionnettiste. Parce que les objets qui prennent vie, c'est votre histoire depuis très longtemps? C'est mon histoire depuis le projet de diplôme à l'ENSI Les Ateliers surtout, où en fait cette obsession est née à ce moment-là. C'est une obsession? Oui, c'est un peu une obsession. C'est une obsession qui ne m'envahit pas, ce n'est pas préoccupant, mais c'est quand même une obsession. Et, au départ, c'était l'idée du feu de cheminée, cette envie de travailler sur cet objet qui devenait absent en fait, du foyer, et qui pourtant était un moment de vie, un moment de partage, et qui n'existait plus vraiment. Et finalement, j'ai un peu élargi le sujet, et j'ai remarqué que ce qui m'intéressait, c'était surtout l'aspect hypnotique en fait, de la forme, le fait qu'elle vienne comme ça toujours... avoir une sorte de présence, en fait, vraiment une présence particulière. Il y a un côté vraiment poétique, un imaginaire très particulier. Quelles sont vos références? J'ai des références, j'ai l'impression, assez de culture populaire. J'ai l'impression que c'est beaucoup de dessins animés, beaucoup de ce qu'on appelle le folk art, en fait. Ouais. C'est ce que j'essaye de trouver à chaque fois que je voyage aussi, c'est les petites choses qui ont été faites avec une intention. Hervé Di Rosa, il parle d'art modeste, en fait. Et c'est tous ces objets qui sont faits avec... des bouts de ficelle. Des bouts de ficelle, mais surtout quelque chose d'un peu de la bonne intention, en fait, de ce qu'on met quand on fait l'objet, en fait. Vous faites la différence entre le mouvement, qui est quelque chose de plus automatique, et le geste, qui est intentionnel. Donc vos jeux, globalement, devraient avoir l'air de s'animer tout seul et d'avoir une volonté propre. C'est vraiment la question de trouver une présence, en fait, dans les objets qui sont produits. Donc il y a la question de l'autonomie, forcément, parce que faut qu'on ait l'impression que ça soit l'objet en lui-même qui décide à un moment donné de s'activer, de se présenter. Et la question du marionnettiste, elle est assez drôle parce que, pour le coup, moi, le marionnettiste, c'est un nom qu'on a donné, mais moi, je le mets un peu de côté parce qu'il y a toujours sa présence, en fait, qui est là. Moi, je suis peu dans la manipulation, d'ailleurs. Souvent, les objets jouent par eux-mêmes. Vos jeux s'adressent à des enfants, mais pas que. Il y a, par exemple, des grands-mères qui font appel à vous. Qu'est-ce qu'elles cherchent dans votre univers? Parce qu'elles commandent des grands tableaux, des jeux ludiques. En fait, la question du mouvement, je pense que c'est une des premières choses qui attire le regard, effectivement, sur les enfants, mais que ça continue, en fait,
nous poursuivre en fait toute notre vie en fait. Et c'est la question de la télé qui est dans le coin d'une pièce ou au restaurant et qu'on n'arrive pas à s'empêcher de le regarder parce qu'il y a quelque chose qui est en mouvement à cet endroit-là. Moi j'essaie la plupart du temps de sortir de l'écran justement et d'essayer de retrouver en fait quelque chose qui vient s'animer. Direct. Oui. Voilà, mais qui est en volume et qui du coup sort de l'écran. En fait. Ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai l'impression d'avoir on parlait d'obsession en fait, mais une sorte de fixation, voilà, sur des choses un peu particulières et que en fait, souvent les marques ou les personnes viennent me contactent pour quelque chose d'assez précis, pour un univers qu'ils ont compris en fait la plupart du temps. Jean-Simon a un projet dont vous rêvez en ce moment. C'est quelque chose dont je rêve depuis plusieurs années, mais j'ai toujours un peu de mal, mais c'est de passer vraiment à l'échelle plutôt du corps et de travailler sur de la mise en scène, sur des costumes, Donc que l'animation ne vient plus de l'objet, mais de l'humain. Qui vienne de l'humain, mais en fait que le corps puisse dialoguer avec des objets. Je pense que je ne me passerai pas de l'objet. Justement, en fait, il y a des choses très belles qui peuvent se faire en masque animé, ou essayer de trouver le moment où le corps disparaît en fait, et laisse place justement à l'objet, mais à une autre échelle en fait, que les petites choses avec lesquelles je travaille. Merci beaucoup. Merci à vous. Des perles, du noir et du blanc, c'est l'univers de l'iconique Coco Chanel. Rendez-vous au cœur de Paris pour suivre son sillage tellement chic. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré le Paris d'une grande dame. J'ai nommé Mademoiselle Coco Chanel, Gabrielle de son véritable prénom, l'emblématique créatrice de la marque de mode au double C. Enfilez votre tweed et parez-vous de perles, on commence en toute simplicité par l'hôtel du Ritz. Arrivée en 1934, Gabrielle y vivra pendant 34 ans. Le Ritz devient sa véritable maison. C'est comme chez vous, mais en méga luxe. Vue imprenable sur la sublime place Vendôme, Coco redécore elle-même sa suite de 2 étages. Dans un blanc immaculé, on retrouve ici tout le raffinement de Coco. Paravent asiatique laqué, jeu de couleurs en noir et blanc bien connu de Gabrielle, mais aussi beaucoup de miroirs. Miroir paravent, petit miroir en laiton pour s'admirer au réveil, miroir géant, miroir triptyque parce qu'on est 3 fois plus belle en Chanel. Bref, vous l'aurez compris, la suite Coco Chanel ne plaira pas aux adeptes de la déco minimaliste. Elle est plutôt une ode au luxe et à la volupté. Et si vous êtes Coco Chanel-ophile, sachez qu'il vous faudra tout de même compter autour de 20 000 € la nuit pour dormir dans le même lit que Gabrielle. Ouch! Après cette belle nuit dans les draps de satin du Ritz, quoi de mieux qu'un petit tour au salon de thé qui est à 2 pas. Bienvenue chez Angelina. Temple de la gourmandise ouvert depuis plus d'1 siècle, Angelina était l'un des cafés préférés de Coco Chanel. Coco Chanel, c'était une cliente fervente d'Angelina. Elle venait vraiment beaucoup chez Angelina pour donc cet instant du thé. Profiter d'un thé parfait avec une bonne pâtisserie? Oui, mais Coco Chanel était aussi là pour s'inspirer. Donc en fait, dès qu'elle voulait s'évader un petit peu et se reconnecter à la scène parisienne, elle venait chez Angelina. Ça lui permettait effectivement de se reconnecter à la clientèle féminine. Donc c'était vraiment, elle voulait mettre à l'honneur via ses créations les femmes. C'était tout dans son intérêt de voir comment les femmes se mouvaient, échangeaient, comment les femmes s'asseyaient pour peut-être travailler un pli de robe à cet endroit-là, etc. Et également, c'était une vraie gourmande. Au-delà d'être une gourmande de la vie, vraiment une gourmande de pâtisserie. Et elle adorait le Mont Blanc, notamment parce qu'elle adorait le marron. Et oui, Coco aimait la mode, mais pas que. Elle aimait aussi les gâteaux, et un en particulier, le Mont Blanc. Mais non pas la montagne, le Mont Blanc, la pâtisserie. Mais oui, vous savez, ce fameux gâteau avec de la meringue, une chantilly légère et des vermicelles de crème de marron. Et en tant qu'habituée de la maison, Gabrielle Chanel avait sa table favorite pour déguster cette pâtisserie qu'elle appréciait tant entre 2 défilés. La table 45, qui est donc au rez-de-chaussée de la maison Angelina, juste devant le grand miroir, sur lequel avait une superbe vue sur une de nos fresques, donc qui est une fresque représentant la baie des Anges dans le sud de la France. Et
Maintenant, rendez-vous au théâtre, et pas n'importe lequel, le Théâtre des Champs-Élysées, manifeste architectural et concentré de l'art français du début du XXe siècle, inauguré en avril 1913. Gabrielle Chanel y a conçu les costumes du Train Bleu, un ballet créé par la troupe des ballets russes qui était ici à résidence. Ici encore, Coco Chanel avait sa place favorite, dans la loge d'honneur. Habituée des lieux, elle y venait notamment avec Igor Stravinsky, avec qui elle eut une petite histoire d'amour. Le couple Stravinsky-Chanel devient officiellement le plus glamour des années 20. Voilà, vous savez tout. Pour être Coco Chanel pour un jour, c'est pas compliqué. Un Mont Blanc table 45 chez Angelina, un ballet au Théâtre des Champs-Élysées et dodo dans une suite au Ritz. On se demande de quel bois se chauffe Morgane, l'ébéniste qui travaille ce matériau pour lui redonner sa place dans nos intérieurs. Pour prendre l'air ou le large, redescendre sur terre ou sauter une rivière, pour trouver un toit, faire entrer la lumière ou se délecter des plus belles mélodies, le bois est toujours là, et ce depuis bien longtemps. Bon, on ne va pas vous refaire l'histoire du Big Bang, mais son usage par l'homme, ou plutôt par ses ancêtres, remonte à plus de 2 millions d'années. Des usages multiples et variés au fil des découvertes. Des objets les plus simples, un manche de couteau, un hochet, une cabane à oiseaux, aux réalisations magistrales comme la lanterne en Norvège, le centre culturel de Nouméa ou touristique de Tokyo. Pour récupérer le bois en forêt, il faut une hache, de bons muscles de bûcheron et pourquoi pas des chevaux ou tout simplement un bon tracteur. Côté fabrication, c'est un peu la même histoire. La technologie est passée par là et l'industrie du meuble peut vite donner le tournis. Mais une multitude d'outils permet toujours de travailler à l'ancienne. Comme Morgane, cette ébéniste depuis 3 ans. Ici, on a du chêne, là du pommier, là le bois qui est jaune, c'est du robinier faux acacia. Si la jeune femme est incollable sur les essences d'arbres, c'est parce qu'elle a passé une bonne partie de son enfance en forêt. Dans sa famille, les hommes perpétuent la tradition du bûcheronnage. Et c'est auprès de son père qu'elle a tout appris, la botanique comme l'amour des arbres. J'essaie vraiment de sélectionner des arbres qui sont déjà en fait coupés ou qui vont l'être de toute manière parce que le propriétaire a décidé de couper cet arbre pour laisser pousser un plus petit par exemple. J'ai vraiment un profond respect pour cette matière qui est le bois et donc je vais essayer de la traiter de la manière la plus douce. Tout en douceur, elle fabrique surtout des cuillères et des planches à découper qu'elle dessine au gré des morceaux de bois. À part la scie pour détailler les pièces, pas une machine dans cet atelier. Aux engins mécaniques, Morgane préfère ses ciseaux à bois, ses ciseaux à croche, ses gouges de toute taille pour un travail au plus près de son matériau. C'est vraiment essayer de dénaturer la matière le moins possible, essayer de sublimer tout ce qui fait le caractère d'une pièce de bois. Ce bois, elle le connaît bien. Issu de feuillus uniquement, elle le sélectionne elle-même dans la vallée de la Marne où elle a grandi. Son père, encore lui, l'aide pour le débardage et le sciage. Et puis tant qu'à faire, héberge aussi ses planches de bois pour le séchage pendant 2 à 4 ans. Pour moi, c'était vraiment une évidence de travailler à la main pour proposer en fait des objets qui ont un petit supplément d'âme. Il y a des imperfections, peut-être au niveau de la forme, etc. Et toutes ces traces du geste, justement, du travail manuel, pour moi, c'est très important qu'elles soient visibles en fait. Morgane accorde beaucoup de temps aux finitions, mais ne vous attendez pas à trouver des objets parfaitement lisses. Au contraire, sa touche personnelle, c'est une surface aux nombreuses aspérités bien travaillées, aux faux airs d'écorce d'arbres, et ça n'a rien d'anodin. Ce sont des bois qui vont avoir des qualités vraiment essentielles. Donc la densité du bois fait qu'ils vont être résistants dans le temps. Et puis aussi des qualités, on va dire, esthétiques. Il y a vraiment une palette de couleurs dans toutes ces essences que j'utilise. Et oui, pas besoin de peinture pour varier les couleurs. C'est là toute la beauté des arbres, dont il existe des dizaines de milliers d'espèces et tout autant de nuances. Un brin écolo, l'ébéniste ne manque pas de le rappeler à travers son travail. Avec mes pièces, j'essaye vraiment de ramener dans le quotidien justement ce bois massif, ce bois brut, pour ramener un petit bout de nature sur les tables.
Artisanales jusqu'au bout de ces créations, une fois terminées, pas question de les vernir. Elles peuvent être huilées de temps en temps, mais Morgane les enduit d'un baume fait maison à la recette longuement élaborée, secrète et 100% naturelle. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!